Donc voilà, et donc ce que nous on fait, c'est évidemment c'est de capitaliser, de réfléchir, d'analyser, puis ensuite ça nous permet surtout on a très envie de le restituer. Et donc on est vraiment dans ce cas de figure ici autour de la performance commerciale. Alors le sujet qui nous motive vraiment, c'est de comprendre, voilà, après avoir été nourri par ces expériences, de comprendre et d'expliquer pourquoi finalement dans la fonction RH la dimension commerciale de la mission de l'entreprise n'est pas toujours bien appréhendée, n'est pas toujours bien comprise. Et pourquoi un directeur commercial, finalement, ne s'assied pas toujours à la table du DRH et réciproquement pour qu'ils s'expliquent leurs enjeux, leurs problématiques, leurs besoins. Et donc, c'est ce regard croisé entre la fonction RH et la fonction commerciale que l'on souhaite traiter à travers cette série de webinaires Perf Go. Et j'ai l'immense plaisir, comment vous dire, c'est un privilège, c'est énorme d'avoir avec moi la CEO, la directrice générale de Smartmetrics, qui est donc mon associé, mais qui a un regard très, très clairvoyant et avec beaucoup d'expérience sur ce sujet-là notamment. Et donc, Swazik, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de me connecter à vous et de partager mon expérience à la fois commerciale et de RH. Donc, c'est fun. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Swazik, comme moi et comme je pense la plupart d'entre vous, à partir du moment où vous êtes dans une organisation, vous vendez. Vous vendez, on est tous des commerciaux en puissance. On vend évidemment des produits, des services, mais on vend aussi sa marque, on vend aussi sa vision, sa mission. Donc, on est tout le temps dans cette volonté voilà, de transmettre un message et de convaincre que ce que l'on porte est quelque chose de bon, quelque chose de bien, parfois quelque chose de meilleur même que la concurrence qui porte quelque chose de sensiblement similaire. Et donc, véritablement, moi, je suis très heureux, Swazik, aussi d'animer et de porter voilà, ce sujet du commercial et surtout comment devenir un meilleur commercial dans un environnement qui se complexifie. Et je crois que c'est un des premiers sujets que l'on veut traiter. Moi, j'ai reçu récemment une question d'un manager commercial qui, notamment, se demandait comment il devait aborder la prospection. La prospection qui est au cœur vraiment du processus commercial. Sans prospect, on n'a pas de client, et sans client, on n'a pas de vente. Et sans vente, on n'a pas d'oxygène, comme tu dirais, Swazik, dans l'organisation. On s'asphyxie, on meurt, on finit par mourir. Et donc, au départ de ce processus, il y a bel et bien cette prospection. Et aujourd'hui, cette prospection, on a vu, on comprend qu'elle s'est beaucoup enrichie ou beaucoup complexifiée, ou les deux. Et c'est justement ce premier point, peut-être, Swazik, sur lequel tu peux nous éclairer. C'est comment cette notion de prospection, cette action de prospection se transforme dans ce monde qui se digitalise énormément, où les outils se multiplient, où les approches également se démultiplient. Comment est-ce qu'un manager commercial aujourd'hui allez, on va dire, qui a 40 ans peut-être, qui a une pratique plutôt traditionnelle de la prospection, comment est-ce qu'il fait pour intégrer et enrichir sa pratique avec ce qui est en train de se passer, notamment sur la dimension digitale de la prospection? D'accord. Merci pour la question. C'est assez marrant parce que en fait, la question elle est liée à un post que j'ai écrit que j'ai partagé sur LinkedIn en début de semaine, je pense hier, et sur 11 statistiques en fait, 11 statistiques qui sont en train de nous faire prendre conscience que vendre, c'est difficile et que prospecter, c'est difficile. Et ces statistiques, en fait, tiennent compte de vraiment l'évolution des marchés, l'évolution des comportements, l'évolution des pratiques et des outils. Et ça demande donc aux commerciaux et aux managers commerciaux et également aux RH, en fait, d'être extrêmement connectés à ce qui se passe et de trouver rapidement des solutions, donc d'être agile. Je vais vous partager par exemple quelques stats. Il y a 6 ans, le nombre d'appels, par exemple, de prospection, donc pour du calling, était de 3,68 appels, c'est-à-dire 4. Donc, avant de toucher un prospect, avant d'être sûr de pouvoir lui parler, on devait l'appeler 4 fois. 2022, on est à 8 appels. Donc, ça veut dire qu'il va falloir énormément travailler au corps, justement,
un prospect, être persévérant, être concentré, parce que justement, il va falloir, parce qu'il y a de la concurrence, de la compétition, il y a beaucoup de distractions, beaucoup d'informations. Et donc, au final, ceux qui arrivent à toucher le prospect, donc ceux qui ont plus de chances de convertir et de vendre, c'est ceux qui sont les plus endurants et ceux qui vont insister, sans forcément agresser le client potentiel. La deuxième statistique que j'ai partagée, c'était de 11 à 14 questions pendant un entretien principal, donc pendant une présentation. C'est-à-dire qu'au final, les clients, que ce soit du B2B ou du B2C, ils n'ont plus envie en fait qu'on leur partage des présentations sur le produit, sur le service. Ce qu'ils veulent en fait, c'est d'avoir des commerciaux et donc des organisations qui leur amènent en fait, qui comprennent leur réalité, qui comprennent leurs difficultés et qui les amènent justement à avoir des solutions, voilà, qui leur amènent des solutions sur mesure. On va de plus en plus sur des ventes qui, il y a quelques années, étaient considérées comme complexes, mais maintenant, non, en fait. C'est plus complexe. C'est normal, en fait, d'aller de plus en plus sur de la spécificité, sur la prise en compte, en fait, des réalités d'un client. Autre chose, autre Excuse-moi, stade, en termes de… Pardon, Soisy, ça m'interroge vraiment parce que ça veut dire qu'il y a un temps de compréhension du secteur d'activité, de l'environnement. En fait, tu deviens, au moment de prospecter, tu dois déjà devenir un business partenaire presque de ton prospect. En fait, oui, l'identité du commercial a complètement changé. Le commercial, c'est plus un vendeur comme on pouvait l'imaginer. Donc, il va imposer, qui va dire, j'ai un produit à te vendre, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tu en as besoin, tu n'as pas de questions particulières. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je t'offre. Sauf que maintenant, en fait, les clients, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les écoute, ils veulent à la mesure du possible, une prise en compte de leur spécificité, de leur réalité, de leur capacité d'absorption. Et donc, ça demande au commercial d'être très à l'écoute, ça demande au commercial d'être très connecté et surtout d'être préparé et donc d'avoir cette identité, comme tu le dis, de business partner. C'est-à-dire, ne viens pas chez moi en voulant me vendre ta cam, comme pourrait le dire un commercial, viens chez moi en étant véritablement à l'écoute de ce que je suis, de mon rythme, de ma capacité d'achat, par exemple, de mon budget, de ma capacité d'absorption, de ma réalité, par exemple, en termes de capital humain ou ce genre de choses. Et ensuite, tu vas m'aider à trouver ce qui va fitter le mieux et ce qui va me permettre de gagner très rapidement, d'avoir très rapidement, par exemple, un retour sur investissement, qu'importe le produit ou le service que l'on propose. Et ça demande, par exemple, au commercial, avant de prendre avant de prendre son téléphone ou avant d'envoyer un email, ça lui demande en fait d'avoir fait des recherches, d'être en veille, en fait, de dire, voilà, moi, je veux contacter telle personne dans le secteur bancaire ou tel annonceur tel type de client. Et donc, je fais une petite recherche sur le secteur d'activité, je fais une petite recherche sur le client et je dis, OK, j'ai bien conscience de ta réalité, dis-moi plus, apporte-moi plus d'informations, ça va me permettre de mieux te comprendre et donc de mieux te servir, donc d'être à ton service. Donc, si ça devient central dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et dans les attentes, surtout d'un prospect et d'une organisation de manière générale vis-à-vis de quelqu'un qui va venir le prospecter, ça veut dire que les compétences associées à ça, elles sont clés. Il faut savoir les identifier. Toutes ces compétences liées à l'investigation, finalement, à cette étape du cycle dont tu parles, Swazik, elles sont aujourd'hui clés à identifier chez un commercial que l'on va recruter ou chez un commercial que l'on veut développer et maximiser sa performance. Et donc là, tu parles de recherche, tu parles de curiosité, tu parles d'esprit de synthèse, tu parles de capacité d'apprentissage, tu parles d'enthousiasme. Et donc, tu parles de tout un tas de compétences. Et celles-là, on les évalue, c'est possible. Et finalement, un manager ou un recruteur, c'est là où on en revient à ce regard croisé entre le RH et le commercial, se rendre compte ensemble que cette phase pour le commercial va dire, moi j'ai besoin de personnes qui savent investiguer, qui savent creuser, qui savent chercher, et le RH va dire, OK, quelles sont les compétences associées, regardons ensemble et évaluons chez des candidats ou chez nos commerciaux actuels si certains ont ces compétences et comment on peut les développer. Et comment on peut aussi sourcer les bons candidats.
tu as tout à fait raison. Vraiment, le point, en fait, et ce qu'on porte à Smart Metrics et à Perf Go, c'est cette capacité à collaborer et à créer de la valeur ensemble. Et effectivement, beaucoup d'organisations, beaucoup de fonctions commerciales sont fragiles sur l'identification de ce dont elles ont véritablement besoin, en fait, comme compétences. Tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut vendre, tout le monde veut avoir des clients, tout le monde veut avoir une meilleure fréquence d'achat de la part de ses clients. C'est clair, Tout le on veut monde, tous. on veut tous Pour ça. autant, tous les commerciaux sont pas faits pareil. Il y a des commerciaux qui sont des super chasseurs et qui sont vraiment des ouvreurs. Donc, ils vont aller capter le client, capter des prospects, encore. Et ça demande des compétences très particulières. On a des commerciaux qui sont plutôt des éleveurs, donc qui vont plutôt capitaliser sur une base de données clients qui existe déjà et qui vont plutôt faire de l'upsell, c'est-à-dire rajouter un truc en plus dans le package du client ou faire du cross-selling, rajouter autre chose qui va nourrir au final, qui va permettre de faire grandir le panier d'achat. Et ça, on a besoin que RH et commerciaux s'asseyent et définissent ensemble une grille qui va nous permettre, bien sûr, d'identifier les soft skills, donc les compétences comportementales dont on a besoin, parce que un des points de complexité qui ressort, c'est qu'au final, les commerciaux, c'est pas tant la technique qui compte. Ça va être 20% de technique et 80% de comportemental et de capacité relationnelle et de capacité décisionnelle. Et ça, c'est un truc de dingue, parce que ça modifie effectivement l'identité du commercial et comment est-ce qu'il va s'approprier son job. Et donc, tout ça pour en venir au fait que tant qu'on n'a pas de référentiel construit pour l'organisation, spécifiquement pour l'organisation, en disant, nous, on est à une phase de développement. Notre objectif au niveau du business, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires de 30%. Notre objectif, c'est de toucher tel type de client, donc 5% sur ce segment de clientèle. Notre objectif, c'est de réduire au final la sinistralité de notre portefeuille client. Eh bien, tout ça, ces objectifs qui sont des objectifs très business, ça doit se traduire, ça doit se décliner en comportement, en compétences. Et donc, le RH et le commercial travaillent ensemble, définissent quels sont ces comportements, donc en soft, en hard, en relationnel, en expérience attendue et surtout, moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de commerciaux idéaux. Ça n'existe pas. Donc, on est tous en train d'apprendre. Donc, surtout, une compétence pour moi qui est clé, c'est mesurer la capacité d'apprentissage de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, parce que ça se complexifie de la part du commercial. Et j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas là sur de la vente stratégique, on n'est pas sur de la vente complexe, on est sur de la vente simple. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit pour vendre un pot de lait, que ce soit pour vendre une annonce, une pub dans un journal, que ce soit pour vendre un service de conseil ou de consulting, la démarche, elle est sensiblement la même. Exactement. Puisque tu parles de vente, tu fais bien de préciser que là, on est sur des mécanismes qui n'appellent pas à une complexité folle. Il y a deux chiffres, deux indicateurs, Soisy, que tu avais aussi intégrés dans l'article que tu as écrit récemment. Et on va vous l'envoyer d'ailleurs à vous tous qui êtes présents si vous ne l'avez pas vu encore sur LinkedIn. Le premier, c'est 44% des vendeurs abandonnent après avoir réussi à contacter une première fois un prospect. Donc, 44% des vendeurs abandonnent après avoir réussi à contacter un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui a exprimé un intérêt pour lequel il y a eu un matching besoin service, besoin produit. Mais évidemment, il faut derrière, il y a encore beaucoup de choses à actionner et c'est un petit peu ce que l'on a dit. Ça rejoint la deuxième phase, peut-être, on a parlé de l'investigation, ça va rejoindre maintenant cette phase clé de la démonstration et donc de vraiment explorer avec la personne comment il va pouvoir intégrer le service ou le produit, comment il va pouvoir convaincre peut-être d'autres parties prenantes dans son organisation de la valeur de ce service ou de ce produit, etc., etc. Et le deuxième point qui est lié à celui-là, c'est que 80% des ventes nécessitent 5 appels téléphoniques de suivi après une présentation. Donc, je répète, 80% des ventes nécessitent 5 appels téléphoniques après une présentation. Donc, ces deux chiffres se rejoignent. Mais effectivement, là, on est sur des mécanismes comportementaux et de décision qui sont relativement simples et qui sont super. Voilà, c'est pas nouveau, ça, c'est pas des pratiques nouvelles, Soisy. Ça, c'est des pratiques. Non, ce n'est pas des pratiques nouvelles, mais c'est des pratiques qui sont de plus en plus exigeantes. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, maintenant,
la prospection et la phase tu vois, de convaincre et d'argumentation, c'est des phases qui sont mélangées parce que les comportements, les gens n'ont plus le temps. Ils veulent à la fois comprendre tout de suite, ils ont besoin qu'on leur simplifie les choses pour prendre une décision rapidement et en même temps, ils ont besoin d'être accompagnés. Là, si on compte, on a 8 appels minimum pour toucher un prospect. Et donc, ensuite, on a 3, 4 appels, 5 appels pour pouvoir faire sa présentation. Et ensuite, on a 5 appels pour pouvoir justement s'assurer que la personne signe, closer le deal. Ça fait 18 appels, 18 interactions pour que justement on puisse avoir un contrat. La plupart des commerciaux et des dirigeants commerciaux ne le savent pas. Ils ont l'impression que, encore lié en fait peut-être à nos expériences tous, qu'effectivement voilà, je vais l'appeler une fois, 2 fois, mais pas du tout. Et moi, qui accompagne, cette année, c'est assez marrant, j'ai accompagné 600 commerciaux. 600 commerciaux et j'ai accompagné combien de directions commerciales, de directeurs commerciaux. J'ai accompagné 25 directeurs commerciaux. Voilà, pour redéfinir la stratégie, redéfinir comment est-ce qu'on allait s'assurer de former, développer et affiner justement les plans d'action et évaluer. Eh bien, le truc qui ressort, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'il va falloir ramer, qu'il va faire beaucoup plus d'efforts, et c'est un effort normal parce que c'est un effort qui doit payer pour justement toucher un client et avoir un deal qui rentre. Donc, c'est une moyenne, c'est-à-dire que effectivement, il y en a où ce sera peut-être 3 calls ou 3 interactions, et pour d'autres, ce sera beaucoup plus. Effectivement, si en plus on est sur des plus gros budgets, eh ben là, le processus décisionnel, il est plus long. Mais il faut avoir conscience que toucher le cœur d'un client, toucher sa tête et toucher son portefeuille, eh bien, ça va demander de se positionner autrement, de faire plus d'efforts et donc d'être super endurant, super concentré. Et les RH doivent aussi le comprendre parce que souvent, beaucoup de RH sont déconnectés de la dimension business, de la dimension cash, tout simplement, de la dimension vente. Et en fait, on a besoin des RH pour construire des programmes d'accompagnement, de développement, d'abord du recrutement, tu en as parlé tout à l'heure, et des recrutements qui fit avec les objectifs, mais de la formation, du développement et accompagner les managers commerciaux. Parce que quand tu dois vendre et que tu n'as pas l'esprit forcément à avoir ne serait-ce qu'une session de développement par semaine avec un commercial ou une session par mois pour t'assurer que celui-ci est passé à un niveau et que tu n'as pas si bien défini que ça tes objectifs commerciaux, tu as juste dit super, on doit faire, je ne sais pas, toi tu dois faire 300 millions cette année et 300 millions de francs CFA pardon, cette année, et ben derrière tu te débrouilles, ça ne marche pas. Le RH est là pour soutenir l'action managériale et l'action de développement du commercial, du manager commercial. Et c'est un enjeu majeur. Je crois que c'est vraiment, si on veut gagner de l'argent, si on veut réduire le coût par acquisition, par client, si on veut rentabiliser, avoir plus de marge, c'est un travail d'équipe. C'est pas chacun chez soi et je suis bon commercial ou je suis moins bon ou je suis bon RH. Allez, je me mets dans la peau d'un manager commercial, Swazik, et je reprends ce qu'on vient de se dire là finalement, avec ce besoin d'appeler 5 fois, de faire preuve de détermination, de persistance. Donc, on voit bien qu'on est là dans des actions où tu dois solliciter. On a vu auparavant qu'il faut solliciter de manière business partner, entre guillemets, donc de manière intelligente, c'est-à-dire en amenant de la valeur. Pour autant, moi, j'ai plein de commerciaux, tu vois, sur les 10 dernières années avec qui j'ai travaillé et qui m'ont dit, mais non, Emmanuel, là, j'ai l'impression que je les harcèle, voilà, que à force de les appeler, ils vont plus vouloir m'entendre, m'écouter. Et donc, si je dois rappeler 5 fois quelqu'un, il y a évidemment une logique de message, de contenu, il y a une logique de canal, il y a une logique de timing. Donc tout ça, c'est qui m'apprend ça, qui me supervise là-dessus, parce que c'est ça l'enjeu. Et est-ce que même je le sais, moi en tant que manager, comment j'accompagne mon commercial là-dessus? Alors, c'est super le point, c'est rigolo le point que tu abordes parce que il y a beaucoup de commerciaux qui ont peur de prospecter.
les commerciaux ont peur de prospecter. Ça a l'air de rien, comme ça, on pourrait se dire, bah, t'es un vendeur, t'es commercial, donc prospecter, c'est naturel. C'est pas naturel. Ça demande vraiment une capacité très particulière, un mindset très particulier et une conscience très claire de ce que tu vends, de ce que tu apportes comme valeur et de comment tu vas créer de la valeur avec ton client. Et ça, c'est un processus que le commercial doit intégrer et surtout, on l'accompagne pour qu'il intègre. Au final, prospecter, c'est de la culture, c'est du mindset. Si on se dit, oui, mais je vais l'embêter, mais en fait, le commercial ou la fonction commerciale a oublié un truc, c'est-à-dire que si tu as un produit qui va répondre à un besoin, qui va être super utile pour ton client potentiel, mais il ne faut pas avoir peur de il faut pas avoir peur de te connecter, il ne faut pas avoir peur de l'appeler 5 fois, 8 fois, parce que ça va lui apporter beaucoup de valeur. Beaucoup de commerciaux sont déconnectés même de la valeur qu'ils apportent. Et c'est ça qui pose souci. Souvent, on leur dit, tu as vendu, mais on ne leur dit pas quel est le retour sur investissement pour le client. On ne leur dit pas quels sont les résultats et comment ça a permis, par exemple, au client, que ce soit du B2B ou du B2C, de faire mieux, de progresser, de faire plus de chiffres. Donc, au final, les commerciaux perdent petit à petit le sens. On les transforme en machines à vendre en pensant que ça va être suffisant, mais ça n'est pas suffisant et on n'a qu'à le voir. On a une crise commerciale, entre guillemets. C'est difficile de trouver des bons commerciaux, c'est difficile de vendre, on a la compétition, la concurrence. Et donc, pour ce faire, si on n'est pas capable d'amener le commercial à comprendre qu'il a de la valeur ajoutée et qu'il va être super utile et donc il ne faut pas qu'il ait peur et qu'il ne faut pas qu'il ait peur d'insister parce qu'au final, il ne le dérange pas. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour me vendre des services. Je leur dis, bah, OK, si j'en ai besoin, c'est top. Si j'en ai pas besoin, bah, c'est pas grave, peut-être plus tard. Mais entre guillemets, la personne qui m'a appelé et qui a insisté et qui m'a dit, bah, de toute façon, j'ai besoin d'en savoir plus sur sur tes besoins, sur tes projections, sur comment peut-être qu'à un moment on peut se retrouver pour travailler ensemble. Mais c'est ça que j'attends. J'attends quelqu'un qui va rentrer dans ma tête et à qui je vais penser quand j'aurai le besoin par rapport au produit qui m'est proposé ou au service qui m'est proposé. Et donc, le mindset, la culture, ne pas avoir peur de prospecter, ça se travaille. Et c'est lié à la culture, bien sûr, commerciale, mais c'est lié aussi à la culture organisationnelle. C'est lié à la fierté de proposer un produit qui a une haute valeur ajoutée, qui va vraiment transformer la vie du client, ou même ne serait-ce qui va être bon si c'est un produit consommable. Ok, donc c'est là où, encore une fois, la dimension capital humain people de l'organisation, avec sa dimension justement de communication interne, de culture, de valeur, doit se connecter à la mission des commerciaux pour leur donner de l'assurance, de la confiance, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils portent, au-delà de la technicité du produit, du service et de la tarification et de l'offre commerciale. Il faut qu'il y ait quelque chose, un supplément de sens qui est donné, notamment, en tout cas, par cette articulation entre le commercial et le RH. Si le RH, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les boîtes, mais si le RH porte aussi cette dimension de culture de valeur. Ça peut être d'ailleurs être la direction générale, ça peut être, mais quoi qu'il en soit, le commercial doit se nourrir d'une fierté, en tout cas, d'une fierté de porter une marque et de porter une culture, de porter une histoire. Et qu'ils ne soient pas en bout de chaîne. Nous, c'est moi, ce que j'ai vu beaucoup en accompagnement aussi, c'est cette déconnexion des commerciaux, surtout quand ils sont itinérants, quand ils sont sur le terrain, où en fait, ils ont un rapport finalement très technique et très fonctionnel avec la finance pour l'aspect recouvrement, avec les achats et l'approvisionnement pour l'aspect voilà, de fournisseur. Et là, ça devient terrible. Ça devient terrible. Ils ont l'impression d'être voilà, vraiment quelque chose, exactement, de pas connecter. Allez, il est 16h30. Je remercie beaucoup, beaucoup tous ceux qui sont là. Merci, c'est top. J'espère qu'on vous donne de l'énergie, qu'on vous donne aussi évidemment un éclairage sur cette dimension commerciale. Bonne nouvelle, ceux qui sont présents, on l'avait fait la dernière fois et on a eu des super retours. Écrivez-moi si vous souhaitez qu'on ait 20 minutes de discussion très spécifique sur votre problématique, que vous soyez commercial ou que vous managiez les commerciaux ou que, en tout cas, voilà, que vous supervisiez une action commerciale. On sera très, très heureux de se connecter. Moi, je serais très heureux de vous écouter et d'essayer tout simplement d'avoir une discussion à valeur ajoutée avec vous. Et puis, évidemment, de vous apporter les outils nécessaires s'il le faut. Swazik, il est 16h31. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet autour du social selling. Là, pareil, il y a un indicateur que tu as utilisé
qui est que 43% des consommateurs sont susceptibles d'acheter un nouveau produit lorsqu'ils en apprennent davantage sur les médias sociaux. De la même manière, c'est un peu associé aussi, 4 fois plus, un prospect est 4 fois plus susceptible d'acheter lorsqu'il est mis en relation par un ami. Donc là, ça peut être c'est social par essence, ça peut être digital ou pas digital, mais il y a cette idée aussi de réseau et donc de faire écho à une offre et à un prospect. Moi, ce que je comprends, c'est que le social media et le social selling, donc pour l'action commerciale et l'action de vente, il est extraordinairement puissant, voilà, mais qu'il demande aussi beaucoup d'investissement et en l'occurrence, il demande aussi vraiment des nouvelles compétences. Et ma question pour toi, Swazik, c'est d'un côté, quel type de compétences, quel investissement, quelle est la temporalité aussi entre démarrer une campagne de social selling et les premiers retours. Qu'est-ce qu'on doit dire justement dans l'organisation pour ne surprendre personne et surtout pour ne pas s'essouffler? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment aujourd'hui tu articules ça avec justement ce dont on vient de parler, la prospection plus classique, plus directe, le calling froid. Est-ce qu'il faut juxtaposer les deux? Comment tu vois les choses? De toute façon, alors moi en tant que cliente, et je pense que pour vous c'est pareil, la première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un ou quand je vois un produit, c'est que je vais le googliser. Je vais regarder sur Google quel est le produit. Je vais regarder aussi quelle est l'organisation. Voilà. Quelle organisation, quelle entreprise, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils ont des références, est-ce qu'ils ont des bonnes notes et des évaluations positives, s'ils sont par exemple, je ne sais pas, sur Amazon ou autre chose. En tout cas, je vais vraiment recueillir de l'information. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie en tant que client de mettre mon argent n'importe où. Voilà, il y a une telle profusion en fait, d'offres, de services. Je veux choisir de façon un tout petit peu plus consciente et moins réactionnelle ce que je vais acheter et surtout, c'est pas tant ce que je vais acheter qui compte, c'est le retour. Je veux pouvoir avoir un super retour sur investissement quand j'achète quelque chose. Et donc, les réseaux sociaux sont un super canal pour se faire connaître, pour se positionner. Et ça, effectivement, les directions commerciales, elles sont un peu moins à l'aise. Très souvent, c'est confié soit aux directions marketing, et c'est normal, ou aux directions communication, mais c'est plus le jeu parce que la direction communication d'une organisation, elle sera peut-être beaucoup moins à l'aise pour parler justement, pour faire des retours d'expérience, pour recueillir des témoignages de clients, pour recueillir du feedback, par exemple, je ne sais pas, d'utilisateurs ou ce genre de choses. Les commerciaux sont en front, en fait, et toute cette information, toute cette data, ils l'ont. La prospection classique avec le calling, avec donc appeler les gens, avec le mailing, avec faire du porte-à-porte, n'est surtout pas morte. Voilà, c'est la base du job et on se rend compte que les gens ont besoin de relations et c'est ce que ça apporte. Pour autant, il faut gagner du temps. Parce qu'on ne peut plus se permettre, effectivement, si je dois aller taper 15 fois à la porte de quelqu'un pour lui vendre quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de gagner du temps et de réduire des interactions qui sont plus coûteuses pour moi? Eh bien, c'est les réseaux sociaux, c'est le digital. Et ça veut dire qu'en tant que commercial, je dois pouvoir faire ma veille sur les réseaux sociaux, je dois pouvoir m'assurer que mes produits ou mon service ou mon organisation est visible et qu'elle a une bonne réputation. Je dois pouvoir m'assurer au final de constituer ma base de données prospection en continu, en utilisant pourquoi pas LinkedIn, si c'est du B2B, en utilisant Facebook, si c'est du B2C, ou Twitter ou Instagram, et m'assurer au final d'avoir cette visibilité qui va faire que le client sera plus en confiance. C'est clé maintenant. En fait, on est en 2022, on est digitalisé, on est tous sur téléphone. En Afrique, d'autant plus, on a 2 téléphones par personne. En moyenne, on a de plus en plus de smartphones et ça va demander effectivement d'être plus smart, d'être plus intelligent. Et donc, les compétences pour les commerciaux, c'est aussi d'être capable de ne pas juste foncer dans le tas et aller faire je vais passer 40 000 coups de téléphone et ça va suffire. Non, pas du tout. Il faut être capable de persuader et de créer les conditions pour
gagner du temps, pour réduire donc encore une fois le nombre d'interactions via le calling, via le mailing. Et donc, voilà, j'ai un profil LinkedIn, donc j'ai une culture digitale, j'ai une culture social media, je fais attention à ma réputation, je ne poste pas n'importe quelle photo sur les réseaux sociaux, je fais attention à ce que je dis. Quand je rentre quand j'intègre une équipe, quand j'intègre une organisation, je deviens un ambassadeur de ma marque, voilà, et je fais en sorte qu'on en entende parler un peu partout sans forcément faire trop de bruit, mais juste assez de bruit pour quand même on soit référencé, ne serait-ce que sur Google et sur d'autres navigateurs. Et donc, voilà, j'ai une culture digitale, je suis apte à utiliser des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, en fonction de ma cible client. Je suis capable d'écrire, donc de faire un peu de copywriting, et ça, c'est pour moi Wow. la compétence clé, Ça, c'est c'est être du capable marketing, d'écrire. Soisy. C'est du marketing, c'est pas du Non, commercial. c'est c'est de la vente. On est là pour vendre. Et justement, le métier de commercial, il se complexifie pour ces petites choses, mais c'est des compétences qui sont nécessaires parce que notre client est peut-être plus compliqué en face de nous. En tout cas, il doit s'intéresser, même si c'est pas lui qui écrit, il doit l'intégrer dans sa stratégie. Et donc, il doit savoir qu'il va créer du lien, il va créer un terrain favorable à son call ou à sa visite si effectivement Et, il se ouais, et il va décide. faire sa paye. Ouais. C'est-à-dire que je peux, par exemple, je veux vendre je veux toucher le secteur minier, par exemple. Eh bien, je vais aller me connecter à tous les dirigeants du secteur minier et je vais leur envoyer un message. Je vais voir s'il y a des groupes et des plateformes spécifiques au secteur minier. Je vais voir s'il y a des events, que ce soit des events digitaux, des events physiques auxquels je peux participer pour me faire voir et pour pouvoir positionner mes produits, mes services et surtout recueillir de l'information, recueillir de la data. Pourquoi? Parce que si on n'a pas d'informations sur qui sont nos clients, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, comment ils évoluent et quels sont leurs enjeux, on ne va rien vendre. On ne va pas durer. On va peut-être vendre une fois, mais on ne va pas vendre deux. Alors que l'enjeu, c'est d'augmenter le panier moyen, c'est d'augmenter le nombre de clients, c'est d'augmenter le référencement, que quelqu'un soit capable de dire, ben oui, j'ai travaillé avec eux, et donc vous pouvez leur faire confiance. Et ben, le digital est un merveilleux levier d'accélération. Prenez des notes, j'espère. En tout cas, j'enregistre. Si vous voulez l'enregistrement, n'hésitez pas. Swazik, ce que je perçois là, ce qu'on a dit là, je perçois finalement trois choses et que je voudrais qu'on associe encore une fois à des compétences. Donc, à comment identifier chez des commerciaux entrants ou des commerciaux en place qu'on veut développer. Et de manière générale, ce qu'on veut, c'est maximiser la performance commerciale et donc les ventes. C'est d'abord le fait que on doit persister, on doit développer de la détermination parce qu'il n'y a pas l'acquisition d'un lead, le suivi d'un prospect, la conversion vers la vente qui ne demande pas, et d'ailleurs je pense que ce soit en physique, entre guillemets, ou en digital, qui ne demande pas tout simplement d'organiser sa relation à l'autre pour être persistant, quoi, hein, pour montrer qu'on ne le lâche pas. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas en un coup de fil, ça ne se fait pas en deux coups de fil. Ça se fait on l'a vu tout à l'heure. Et donc ça, c'est une première dimension qui demande des compétences très spécifiques. Et ces compétences, on va pouvoir les identifier. La deuxième chose, c'est ce côté business partner au sens de l'investigateur, de quelqu'un qui va vraiment s'immerger dans la réalité de son prospect et de son futur client et qui va pouvoir lui apporter des informations utiles, qui va pouvoir lui apporter de la veille finalement, de la veille que lui-même ne fait pas toujours parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Et donc, il va tout simplement l'éclairer sur son propre secteur, sur ses propres besoins. Et donc, il va co-construire finalement le besoin. On le sait tous, la plupart du temps, il y a une intuition, il y a un besoin, mais pour autant, la précision de ce besoin-là, si le commercial arrive à y amener de la précision, alors là, c'est gagné pratiquement. Ça veut dire C'est jackpot. Ouais. des jackpots, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième dimension. Et la troisième dimension, qui est associée au learning beaucoup, c'est ça, c'est la place du social media, la place du digital. Et donc voilà, pour moi, je vois là en tout cas trois dimensions qui demandent des compétences bien spécifiques. Est-ce que ces compétences, on peut essayer de les synthétiser et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors,
moi, je vais d'abord, ton premier angle de question, c'est autour du recrutement, il me semble. Il y a un truc qui me rend folle, mais vraiment folle, c'est les processus de recrutement pour les commerciaux, dans la plupart des organisations, sont pourris. J'ai rarement vu Ça, ça. c'est Je dit. ne Voilà, comprends tac, pas. tac, c'est tout pour vous. C'est Non, dit. non, voilà. C'est-à-dire qu'on considère que le commercial, c'est peut-être un individu à part et qu'on doit se satisfaire de t'as été bon là à ce dernier poste, c'était suffisant. Ah oui, tu as fait plus 15%, tu as fait 2 millions d'euros de de chiffres, etc., etc. En fait, il faut être fou. Il faut être fou pour faire confiance à un commercial. Un commercial, ça sait parler. Un commercial, c'est capable de te dire et c'est capable de te dire ce que tu veux entendre. Donc, à un moment, il faut professionnaliser le processus de recrutement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler en partenariat avec le RH, avec le commercial, définir cette grille de compétences. Ensuite, il faut utiliser des outils objectivants. Chez tous nos clients, on les forme. En ce moment, voilà, j'ai formé trois directeurs des ressources humaines et trois directeurs des commerciaux sur un outil qu'on utilise qui s'appelle le PERFCO. C'est un outil en fait d'évaluation et de profilage commercial. Donc, je sais quel est le profil du commercial, du candidat. Je sais s'il est chasseur, je sais s'il est éleveur, je sais s'il maîtrise le processus commercial et les compétences associées. Je sais s'il est stable émotionnellement, s'il ne va pas me filer entre les doigts et agresser mon client. Je sais au final s'il est capable de closer, s'il est capable de signer, parce que ce que je veux, c'est qu'il signe. Et ça, je le sais avec un test qui va durer 15 minutes et un débrief qui va durer 1 heure. 1h15. Le nombre d'échecs en fait, au niveau du recrutement, c'est plus de 40% la première année des commerciaux qui ne matchent pas avec la boîte. 40% des recrutements ratés. Ça coûte une fortune. Ça coûte entre 50 et 60 millions de francs CFA. Un recrutement raté, un recrutement commercial raté, et qu'importe la boîte. Hein. Même dans une start-up, ça coûte une fortune. Tout ça pour dire que le premier enjeu, c'est utiliser les bons outils et vouloir gagner du temps. On ne peut plus se permettre d'avoir un processus de recrutement qui va durer 5 mois, qui va durer, qui va durer un temps de dingue et qui va nous coûter une fortune. On ne peut plus se permettre un processus de recrutement où on va chercher comme on peut quelqu'un qui connaît quelqu'un et surtout on va faire une offre pour un poste de commercial, on va avoir 1000 réponses et donc on sera incapable de traiter les 1000 réponses. Il faut être de plus en plus spécifique. Et donc ça demande je suis claire sur les compétences et les comportements dont j'ai besoin. Est-ce que je veux un chasseur? Est-ce que je veux un éleveur? À quel stade je suis? Quels sont les objectifs que je dois atteindre? Deux, se doter des bons outils d'assessment, des outils d'évaluation, mettre en place un processus de recrutement qui soit plus adapté. Moi, je ne comprends pas. En fait, un commercial, si je ne le mets pas en situation, je ne l'engage pas. C'est-à-dire que je vais lui donner un petit business case, un petit cadeau, et vas-y, va le vendre en fait. Montre-moi que tu es capable. Montre-moi que tu es capable de me faire une base de données. Montre-moi que tu es capable de connecter poliment un client, d'envoyer un email commercial. Montre-moi que tu es capable en fait d'identifier les besoins d'un client et je te lance en fait. Et si j'ai au final une bonne mise en pratique, là, ok, je passe à la suite. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce qui me rend folle aussi, je le dis, voilà, je vide mon sac aujourd'hui, c'est le manque de formation des commerciaux. Vous savez, il y a 30% des commerciaux qui ont l'impression d'être assez formés pour faire leur job. Un commercial, c'est comme n'importe quel salarié. Il a besoin de se sentir bien dans son job. Il a besoin d'avoir les bonnes compétences, les bonnes connaissances. Il a besoin de savoir qu'il peut utiliser les outils et qu'il ne va pas galérer avec un CRM, ne serait-ce qu'avec un tableau Excel ou une fiche Word, parce qu'il va comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser à plein escient sans que ça lui crée des nœuds dans la tête. Les commerciaux, ils aiment pas qu'on leur complexifie la vie. Ils ont besoin de fluidité. Ils ont besoin de Ouais. fluidité. Je pensais à des expériences commerciales justement avec des commerciaux qui, pour compenser souvent, voilà, ou en tout cas qui vivaient dans une incertitude et pour compenser un manque d'organisation ou de méthode et surtout d'ailleurs de capacité à questionner, tu vois, et donc n'ayant pas fait le travail peut-être et ne sachant pas comment s'intéresser véritablement, appeler les gens et en fait leur crier dessus presque, c'est-à-dire essayer de les impressionner, voilà, essayer de prendre un espèce de pouvoir, de dominer finalement son lead en pensant qu'il allait lui faire peur et que la peur allait lui faire acheter quelque chose. Donc souvent ici, on voit la caricature du gars qui finalement
n'a pas développé la culture business pour parler à son client ou à son prospect, n'a pas la méthodologie Relationnel aussi. La posture relationnelle et donc va devenir un espèce va prendre une grosse voix et va essayer de dominer son prospect. Voilà, ça m'a fait penser à ça, Swati, de t'écouter dire tout ce Ça qu'il fallait marche plus. faire. Exactement. Ça marche plus. Et ça soulève ce deuxième point qui pour moi est essentiel, c'est la formation. Voilà, c'est le développement. Il y a un truc qu'on fait chez nos clients, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des mini-écoles de vente. Des mini-écoles de vente avec des parcours d'intégration d'abord, donc d'appropriation et d'accompagnement du commercial. Ensuite, des parcours de développement. Et donc, on définit en plus effectivement des grilles de compétences, on définit ce qu'on appelle des grilles de niveau. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas demander un commercial qui rentre chez moi de vendre, par exemple, pour 500 millions de devices, alors que je sais qu'il va d'abord passer par un niveau 1. Quel est le niveau 1? Quels sont les objectifs financiers, clients, les objectifs, je ne sais pas, en termes d'appropriation, d'outils, ce genre de choses. Et ça, je le définis, par exemple, au niveau 1. Au niveau 2, je vais lui demander, par exemple, de gagner plus, voilà, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'être capable aussi, pourquoi pas, de se connecter à des clients dormants. J'hallucine en fait quand je vois les bases de données clients sur les clients dormants. Il y a tellement de gens, ils ont une base client qui est super riche, mais ils oublient d'appeler les clients qu'ils ont déjà dans le pipe. Ils oublient en fait de dire, OK, on a déjà travaillé ensemble, on a un super produit, un super service, j'ai besoin de savoir où tu en es, où tu te situes. Et donc ça, c'est peut-être le niveau 2 et ensuite le niveau 3, etc. etc. Et donc cette mini-école de vente ou ce mini-parcours en fait de développement commercial est à structurer. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, tu m'as dit, bah, c'est en lien avec la partie learning. Hein. Oui. C'est-à-dire que, et dans la partie learning et en termes de niveau, c'est-à-dire que nous, ce dont on a besoin, une organisation, elle a besoin de data. Elle a besoin de chiffres. Elle a besoin de pouvoir être sûre que je touche les bons clients, que ces clients vont me payer, que je ne vais pas perdre de l'argent à prospecter sur des territoires où de toute façon, je ne vais pas gagner d'argent et ça va me coûter une fortune. Et donc, cette data, elle va passer par des outils que ce soit une base de données prospection, que ce soit une base de données client, que ce soit un CRM, par exemple, un CRM pour s'assurer de faire un bon prévisionnel financier, de dire, ben voilà, moi, mon prévisionnel, c'est 10 millions de francs CFA, et de voir comment, et de pouvoir monitorer l'action commerciale, et de voir si effectivement on est dans les clous, on est dans les délais, ça ne nous coûte pas une fortune. Le pouvoir, il est là. Et la performance commerciale et la performance en prospection, elle est là. Et pour ce faire, effectivement, commercial et RH doivent travailler ensemble. Donc, je le répète, hein, le premier point, c'est le recrutement, avoir la bonne grille de compétences en soft skills, donc en compétences comportementales, en mindset, en culture, en décision aussi d'appropriation et d'adhésion à la culture de l'organisation, en fierté. Le deuxième par rapport à ce recrutement, c'est avoir les bons outils d'assessment et d'évaluation pour tout de suite identifier le bon profil, parce que ce n'est pas juste l'observation qui va nous permettre de le faire. Il faut mettre en place des mises en situation. En tout cas, il faut avoir un processus riche et qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Ensuite, une fois qu'on a intégré la personne, qu'on a choisi notre personne, il faut l'accompagner. Et donc, on l'accompagne avec ce parcours de développement commercial et donc on accompagne également le manager commercial parce que le manager qui a une pression du chiffre, une pression client, une pression de tout ça, ben, des fois il oublie même de manager son équipe commerciale et de leur dire voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qu'on doit optimiser, voilà comment on analyse la data. Et donc il y a cette action, encore une fois, ben, qui doit se synchroniser et qui doit nous permettre de créer de la valeur. Et la dimension Ouais. digitale, social media. Le manager commercial, on n'en a pas beaucoup parlé, même si on sait que c'est au cœur de la réflexion, mais c'est vrai qu'on a des exemples aussi très forts de managers qui ne sont pas développeurs. D'abord parce que souvent, c'est des commerciaux qui, à l'ancienneté et au résultat, on se dit, bon, bah, ça va faire des bons managers parce que ça a été des commerciaux qui ont fait du chiffre. Et donc, finalement, c'est des commerciaux à qui on demande de mettre une pression, d'atteindre des résultats, de les dépasser et d'être un peu l'interface entre des décisions administratives ou des décisions RH, justement, et son équipe commerciale. Mais on lui donne peu l'occasion, en tout cas, nous, on l'a vu, véritablement d'intégrer tous ces leviers de croissance de son équipe et surtout de les appliquer. Donc ça, En fait,
le point que tu soulèves, c'est que en fait, les managers commerciaux doivent se mettre à jour et doivent se rendre compte déjà eux-mêmes, en fait, sortir des a priori et des préjugés qu'ils doivent évoluer, qu'ils doivent enrichir leur pratique, qu'ils doivent être constamment en apprentissage, en fait. Voilà, cet apprentissage continu, il est essentiel. Et quand on a ce mindset, on dure. Mais de toute façon, un manager qui ne développe pas ça, il ne dure pas, il perd son job. Et surtout, à un moment, on va le regarder le travers, on dit, mais où sont les résultats? Et cette posture aussi liée au management, mais liée aussi à cette capacité à l'idée et à rendre l'organisation apprenante, et donc lui-même à être apprenant, elle est essentielle. Il y a plein de... C'est pour ça que j'aime coacher, par exemple, les directeurs commerciaux et les managers commerciaux, parce qu'ils ont envie, ils ont besoin d'aide et de structure. Et c'est en quelques sessions, on arrive en fait à structurer un plan stratégique, un plan d'action et un plan de développement. Parce qu'en fait, on ne leur a pas dit. Tout ce qu'on attend d'eux, le prérequis ou le préjugé, le stéréotype, c'est de dire tu dois vendre. Mais c'est pas vrai, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus impactant Et que ça, passionnant. parce que c'est le Et front. passionnant. Et Et c'est passionnant. Choisis que tu nous partages encore une fois. D'ailleurs, Choisis que c'est incroyable. C'est sur l'ensemble des sujets, ils sont extrêmement divers. Il y a toujours cette passion extraordinaire. Il est 16h52. On a vous avez commencé des à questions. 16h05. On a dit qu'on prenait 45 minutes. Peut-être que le prochain webinaire, on passera à 1 heure. En fait, on rajoute un quart d'heure à chaque fois. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous avez compris que évaluer les compétences comportementales associées à la fonction, à la performance commerciale, c'est possible. Vous avez compris que Perfengo, on porte ces solutions. Vous avez compris que moi, je suis à votre disposition. Je vous ai donné mon email pour vous entendre sur vos enjeux, sur vos questions que là, on ne va pas poser parce qu'il est 16h53. Et donc, votre temps est précieux. On vous remercie beaucoup d'avoir réservé cet espace pour nous. On espère que ça vous a enrichi. C'est un espace qui va se répéter tous les 15 jours, a priori. Peut-être un peu plus, peut-être une alternance entre des lives LinkedIn et des lives comme celui-là via Zoom à suivre, à développer. La mini-école de vente dont a parlé Swazik, on est ultra sollicité par des clients autour de justement de coaching commercial. Donc, on est en train de structurer ce qu'a dit Swazik et pour que ce soit actionnable pour tout type de clients. Donc, pareil, voilà, faites appel à nous, parlez-en et parlez avec nous de ces sujets s'ils vous intéressent. Moi, je suis toujours très reconnaissant. Merci beaucoup, Swazik, très reconnaissant aux participants qui ont bravé la pluie et la foudre d'Abidjan pour vous connecter, Swazik, merci beaucoup. Peut-être que tu veux dire un dernier mot voilà, aux quelques participants qui étaient là avec nous cet après-midi. Bah, merci à vous en fait de vous être connectés et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à parler de tous ces sujets. Je partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Je suis très très digitale et j'adore ça. Et surtout en fait, je suis une commerciale, hein. Donc il faut que ça transforme, il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Et si vous avez ces questions, comme l'a dit Emmanuel, il y a ces 20 minutes, effectivement, cette proposition de petit audit commercial et mi-audit commercial, mi-audit RH, mi-audit people, bah, allez-y parce que c'est offert. Ça coûte une fortune normalement, mais c'est offert, il l'offre, donc c'est génial. Et voilà, saisissez l'occasion, saisissez l'occasion. Donc, connectez-vous, envoyez-moi une petite invitation sur le LinkedIn. Suivez aussi nos pages Smart Metrics et Perfengo parce qu'on partage beaucoup de contenu. Là, cette semaine, par exemple, sur Perfengo, on a partagé une grille d'évaluation pour les profils commerciaux. Alors, je ne comprends pas, on l'a mise en ligne il y a 2 jours. Donc, les compétences, les comportements que vous recherchez, on en a fait une petite synthèse. C'est plutôt sympa, c'est très utile et ça va vous permettre d'améliorer, d'optimiser un tout petit peu vos recrutements commerciaux et surtout de l'enrichir. Donc, il y a du soft, il y a du hard et ça peut répondre à quelques questions posées. LinkedIn, Alors, Perfengo, vous allez voir tout ça. OK. Ah ben voilà, Arsène a posé une question. Ben, merci beaucoup, Jocelyne. Merci beaucoup à tous. Merci Manon. Donc Arsène nous dit merci pour le partage pour lequel j'ai beaucoup appris, il faut que je mette mes lunettes. Je souhaite que le prochain webinaire soit un peu plus long. Je manage un magazine RH Mag, qui traite de problématiques RH et je pense qu'il serait intéressant d'y développer des sujets d'intérêt pour nos organisations. Ben, c'est super Arsène, on se connecte, on se contacte et ça va être fun.
On va voir ce qui est Super. possible. Merci beaucoup. On retourne à nos opérations Manon, commerciales. Manon a dit qu'elle voulait l'enregistrement pour l'écouter le soir. Ah ben, très bien. Ça va te bercer, Manon, c'est super. On est content que nos voix te bercent. Très bonne fin d'après-midi. Salut à tous, bye bye. Ah, ben c'est génial, c'est top. À bientôt tout le monde. Et posez vos questions, préparez vos questions. Salut Manuela, à très bientôt. À bientôt Jocelyne.